Nous sommes le jeudi 13 novembre. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Ce matin, une nouvelle qui est tombée tard en soirée hier au sujet de cette grève à la STM. Eh bien, le tribunal administratif du travail a tranché. Les chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro de la STM pourront faire la grève, pourront entrer en grève en fin de semaine. Donc, si, à moins d'une entente d'ici là, ça voudra dire absence de transport en commun toute la fin de semaine dans la métropole. Il y avait eu quand même des représentations outre la STM d'Aéroport de Montréal, de Trajectoire Québec, de la FADOC, qui avaient demandé au tribunal de considérer les services de la STM comme essentiel, donc un minimum de services. Ce ne sera pas le cas, a décidé le tribunal, donc une décision qui est tombée en soirée tard hier. Alors, sachez-le pour les gens qui demeurent dans la région de Montréal ou ceux qui vont se déplacer, qui auront affaire dans la région. Il n'y aura pas de transport en commun. On verra comment ça va évoluer d'ici là. Donc, voilà pour cette nouvelle dont je voulais vous parler ce matin. Évidemment, aujourd'hui, on va revenir beaucoup sur le Bataclan dans l'actualité. Vous vous souvenez de ces attentats du 13 novembre en France. Julie-Jasmine Boudreau est à mes côtés. Bonjour, Julie-Jasmine. Bonjour, Mathieu. On va en parler parce qu'il y a eu des éléments qui se sont déroulés au cours des dernières heures. Il y a des commémorations qui vont commencer dans les prochaines heures aussi en France, à Paris. Il y a une fresque, notamment en mémoire des victimes, qui a été dévoilée. Exactement. Donc, quand l'art est utilisé comme devoir de mémoire, c'était il y a 10 ans, bien sûr, on s'en souvient. Alors, et j'ai envie de vous parler aussi du Bataclan. Comment cette salle de spectacle-là, qui a 160 ans, s'est relevée justement de ces événements-là? Quelle stratégie on a adoptée? On va faire aussi le point sur les commémorations, ce qu'il y aura dans différents endroits. Et vous entendrez plusieurs témoignages de gens qui ont vécu cette soirée-là, à quel point, bien sûr, on vit avec des traumatismes, même 10 ans plus tard. On va y revenir tout au long de la journée. On va vous retrouver un peu plus tard à l'émission. Jean-Philippe Robillard, lui, va nous parler de ce qui va marquer l'actualité aujourd'hui. C'est cette annonce par le premier ministre canadien, Mark Carney, de cette série de projets qu'on veut accélérer. Des projets, entre autres, dans le secteur minier. Il y a des projets au Québec, dans l'Est, en Colombie-Britannique également. On va faire le point là-dessus. Il y a déjà certains éléments qui sont sortis dans les médias, mais Jean-Philippe va nous donner les derniers détails et une annonce officielle viendra aujourd'hui de la part du premier ministre. Véronique Méran est déjà à mes côtés aussi ce matin. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Donc ce sera encore gris aujourd'hui? Oui. Gris novembre? Gris novembre, oui. Ça devrait être une couleur. Là, les crayons de bois qui ont toujours des noms un peu bizarres. Gris novembre. Oui, une nouvelle on n'a pas les nommés. Pourquoi pas? Gris novembre. Gris novembre. Et on a des raisons de dire que novembre est gris parce que statistiquement, c'est le mois le plus nuageux. C'est notre collègue Yves-Christian hier qui a parlé avec les gens d'Environnement Canada pour regarder un peu qu'est-ce qui se passe au mois de novembre. En fait, novembre, le mois des dépressions qui nous a... les systèmes ou les humains? Il y a les humains. Ouais. Il y a les humains d'une part. J'allais dire, mais il y a aussi les dépressions qui nous amènent des nuages. Je m'occupe de la portion système. Alors, ces dépressions qui nous arrivent et, ça arrive des grands lacs, ça arrive au-dessus du fleuve, des cours d'eau qui sont encore assez doux à cette période-ci de l'année en termes de température, ce qui crée beaucoup de convection, donc formation de nuages accrus. Alors, c'est pour ça que novembre, on a beaucoup plus un couvert nuageux assez intense. Et décembre, on pourrait penser que c'est lui le mois le plus sombre, oui, parce que les journées sont plus courtes, mais on a souvent une présence de petits systèmes qui nous donnent des anticyclones, donc du temps froid, sec, dégagé, ce qui donne un petit peu plus de luminosité dans le mois de décembre. Alors voilà, c'est confirmé. Novembre, c'est le grand mal-aimé et ce mois de grisaille. Oui, il y en a qui aiment bien ça. Ceci dit, moi, c'est plus la durée de la journée. Puis on dirait qu'en décembre, avec les lumières de Noël, il y a comme une luminosité, une ambiance qui s'installe. C'est vrai. Et là, c'est propice à la lumière de Noël parce qu'on a encore un peu de neige à venir aujourd'hui. Bon, on va faire le tour des prévisions de la météo dans les prochaines minutes. Le temps de me tourner vers mon collègue Olivier Pellerin au sport. Bonjour, Olivier. Bonjour. Félix Auger-Aliassime est toujours dans la course après un match courageux hier contre Ben Shelton. Ça a été un match très accroché.
On se demandait dans quel état physique se trouve Félix Auger-Aliassime après ce premier match contre Yannick Sinner, où il a eu des problèmes au mollet, là, des douleurs au mollet qui l'ont quelque peu freiné contre le numéro 2 mondial. Et on se demandait qu'est-ce qu'il allait avoir dans le réservoir pour les derniers matchs de cette phase de groupe de la finale de l'ATP. Hier, il s'est accroché. Il a remporté d'ailleurs un match assez enlevant contre l'Américain Ben Shelton. En première manche, déjà, il se fait briser, réussit en toute fin de manche à récupérer ce bris pour revenir à l'égalité et malheureusement brisé de nouveau pour terminer cette première manche à 6-4 en faveur de Ben Shelton. Et par la suite, les deux suivantes au bris d'égalité, la deuxième et 7-5 à la troisième pour filer avec une victoire importante parce qu'il demeure dans la course donc pour cette phase éliminatoire des finales de l'ATP. Donc, ce sont deux groupes de 4 joueurs, je le rappelle, et les 2 meilleurs de chaque groupe passeront en phase éliminatoire, donc en demi-finale des finales de l'ATP. Et dans un groupe où Yannick Sinner est quasiment qualifié d'office de par la qualité de son jeu, reste à remporter des matchs contre les 2 autres joueurs du groupe. Donc, c'est fait pour Ben Shelton. Il lui reste un match, ce sera demain, contre Alexander Zverev qui a perdu hier contre Yannick Sinner. Donc, tout est toujours disponible pour Félix Auger-Aliassime en cette fin de saison, alors qu'il affronte les meilleurs, justement, de ce classement mondial. Au football canadien, c'était il y a 2 ans, les Alouettes en finale de la Coupe Grey. L'équipe avait d'ailleurs remporté le trophée. On se souvient de l'expérience. Il n'y avait pas beaucoup de Français et ça avait fait réagir bien des joueurs des Alouettes. Je me souviens de Marc-Antoine Dequoy qui avait fait toute une sortie parce que les Alouettes étaient un peu les négligés. Et là, semble que le français et l'expérience en soi à Winnipeg a de quoi faire sourire les joueurs de Montréal. Gardez-la, votre français. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il avait fait dire à la toute fin du match lorsque les Alouettes de Montréal avaient battu les Blue Bombers de Winnipeg, un match qui était présenté à Hamilton. Et là, cette année, c'est à Winnipeg, donc, et il y a bien sûr une loupe sur justement ce français, l'utilisation du français, ce bilinguisme canadien qui avait été demandé par Marc-Antoine Dequoy à la fin justement de cette victoire il y a 2 ans. Et la question lui a été posée, il a fait une petite évaluation et pour lui, c'est assez paritaire. On l'écoute. À date, j'ai fait un décompte, puis c'est 50-50. Puis, tu sais, si tu regardes le logo comme ça, je vais donner du crédit. Je pense que c'est un logo qui représente bien les 2 langues. Puis, il est quand même assez le fun comme logo. Donc, il faut quand même le donner ici à l'organisation, d'avoir pris conscience de l'enjeu, puis d'avoir respecté le fait que c'est un pays bilingue, puis peu importe quelle équipe qui est là, il y a une communauté francophone ici à Winnipeg, fait qu'il mérite d'être représenté aussi. Oh, belle sortie. Donc, vous voyez, la marque de respect, c'est non seulement pour l'équipe des Alouettes de Montréal, mais pour les communautés francophones à travers le Canada, que d'être représenté lors du plus grand événement du football canadien. Et donc, je rappelle ce match qui sera disputé dimanche entre les Alouettes et les Rough Riders de la Saskatchewan. Coup de départ qui sera donné à 18h. Et en terminant, Marc-Antoine Dequoy parlait du noyau de cette équipe qui était présent il y a 2 ans. Et il pense que cette expérience pourra certainement aider les Alouettes de Montréal, malgré le fait qu'ils sont négligés face aux Rough Riders. Olivier, merci beaucoup. Un plaisir. Bonne journée. Alors, Véronique, allons-y. Moi, j'avais comme dans l'idée que cette neige allait fondre, puis là, vous nous en annoncez d'autres. Oui, mais de la neigette, disons-le comme ça. Neigette. Oui, faible neige, mais les pluies, un petit peu comme hier, on a vu, on parle d'1 centimètre ou 2, 1 à 3 par endroit. Surtout les secteurs montagneux, région de l'Estrie, c'est là où le flocon peut peut-être s'accumuler un peu plus. Mais vous voyez les températures en ce moment. Il fait 1 degré au centre-ville, mais ça varie entre 1 et -1. Donc, la ligne est mince. Aujourd'hui, maximum 2, 3 degrés, pas plus que ça. La nuit prochaine, on a un ciel qui va partiellement se dégager. Il pourrait y avoir quelques éclaircies demain, vendredi, mais les nuages ont de la misère à nous quitter. Ce ne sera pas un dégagement franc. On verra des éclaircies, mais ce sera mieux que les derniers jours, mais pas complètement ensoleillé. Il ne faut pas s'attendre à ça. Les températures se maintiendront entre 1 et 3 degrés aussi. Il restera encore des averses de neige vers l'Estrie. Pour ce qui est de la fin de semaine, samedi demeure la meilleure des 2 journées, mais encore là, le soleil va nous quitter rapidement. On le verra un petit peu samedi matin. Les nuages vont entrer assez vite et déjà, après-midi, fin de journée, les précipitations vont commencer. Donc, évidemment, on sera très près du point de congélation. C'est un système qui est désorganisé, qui passe quand même assez rapidement, mais ça pourrait donner, dans la nuit de samedi à dimanche, 5 à 10 cm de neige mouillée, se changer en pluie en cours de matinée dimanche, surtout pour les régions plus au sud. Ça pourrait cacher un petit épisode de verglas au nord du fleuve avec des flocons qui persistent un peu plus longtemps. Alors, voyez la nature de cette perturbation et les températures qui oscilleront entre -1 et 2 degrés. Donc, vraiment difficile à prévoir. On est encore loin. On aura le temps d'en parler, faire le point demain là-dessus. D'ici là, c'est les nuages qui continuent de dominer du côté de l'Abitibi, du Saguenay, du Lac-Saint-Jean. 1 degré, c'est le maximum. Même chose vers le Bas-Saint-Laurent, près de 0 aujourd'hui. Quelques
quelques éclaircies. Côte-Nord, Gaspésie, ciel variable par endroits, moins 1 à 2 degrés comme maximum. On retrouve un peu de soleil aussi sur le nord de l'Ontario. Sinon, vers Toronto, des éclaircies, Windsor également. Ottawa, ça reste assez nuageux avec encore des averses de neige fondante. Et vous voyez, les températures, c'est du 7 à 9 degrés, Toronto, Windsor, 3 pour Ottawa. Et on est tout près de 3 degrés sur la portion centre et nord également. À Vancouver, la pluie se poursuit. 15 à 25 mm supplémentaires, ça devrait cesser ce soir. Dans les prairies, le beau temps domine, le soleil est là. Edmonton, Calgary, Regina, Winnipeg et même qu'à Calgary aujourd'hui, ça grimpera jusqu'à 16. La normale devrait être de 3, sauf qu'on sera de retour un peu plus près de 0 demain. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Oui, en ce 13 novembre, nous sommes 10 ans, 13 novembre 2025, nous sommes 10 ans après ces attentats en France. Et petit coup d'œil, justement, à un certain quotidien français, en commençant par Le Figaro, qui parle de ces 10 ans après les attentats du 13 novembre. Comment la France a musclé sa législation antiterroriste avec en photo, justement, des membres des équipes tactiques qui luttent contre le terrorisme. Donc oui, des lois plus sévères, mais également des moyens dont l'État s'est doté pour justement combattre le terrorisme. En une du Monde de ce matin, c'est une entrevue avec François Hollande, qui était président de la République lors des attentats. 10 ans après le 13 novembre, il dit « La France, par son histoire, sa culture et ses valeurs, demeure une cible du terrorisme. » Donc, évidemment, il y a une couverture dans les médias internationaux, mais particulièrement les médias français ce matin, de ces 10 ans des attentats au Bataclan. Si on revient au pays, commençons par Le Devoir de ce matin qui parle des prisons québécoises comme d'un trou noir de la santé mentale. Le Devoir qui a enquêté sur le manque de soins en santé mentale dans les prisons du Québec. Premier volet de cette enquête, des soins qui sont déficients et répartis inégalement. Les troubles sévères et persistants de santé mentale touchent en moyenne 15 % des détenus dans les prisons du Québec. C'est 5 fois plus de gens que dans la population en général. Mais malgré cette surreprésentation, plus de 60 % des établissements ne comptent aucun psychiatre attitré, selon des données qui ont été obtenues par Le Devoir. Les besoins, nous dit le quotidien, sont criants. Le Devoir qui a fait un état des lieux dans des équipes de 16 établissements de détention du Québec. Seulement 5 d'entre eux bénéficient de journées de cliniques psychiatriques dans leur infirmerie. Aucun ne bénéficie des services d'un psychologue. Donc, malgré des souvent détenus qui ont des problèmes, des enjeux de santé mentale, Le Devoir à sa une nous parle aussi de ces 10 ans de ces attentats en France. Toujours debout, le Bataclan. Et on va y revenir sur comment cette salle de spectacle a pu traverser cette épreuve et être toujours debout aujourd'hui avec Julie Jasmine. En une du Journal de Montréal, on nous parle de ces médecins qui veulent aller en Ontario. L'article d'Hugo Duchesne et d'Éloïse Archambault est titré « La médecine fast-food ontarienne ». Donc, les médecins du Québec qui songent à aller pratiquer en Ontario pour fuir la réforme et de leur rémunération vont travailler dans un système qui prône encore plus la médecine fast-food, démontrent des données qui sont obtenues par le Journal de Montréal. Donc, il y a plus de volume selon les données obtenues par le journal auprès de l'Institut canadien d'information sur la santé, plus de volume effectué par les médecins. Les médecins ontariens qui ont réalisé plus de 3400 actes en moyenne comparativement à 2700 pour les Québécois. En moyenne, un omnipraticien fait 500 actes de plus par année en Ontario. Pourtant, l'Ontario compte en moyenne 221 médecins par 100 000 habitants. En tout cas, ce sont les chiffres de l'an dernier, ce qui est moins qu'au Québec où ils sont 260. En une de la presse de ce matin, pris entre deux feux, on revient sur ces campements d'itinérants, les défis de se réchauffer en hiver et on suit des inspecteurs, des travailleurs sociaux qui parcourent ces campements pour itinérants pour essayer de s'assurer que l'endroit est sécurisé. Évidemment que les tentes ne prennent pas en feu. Et on apprend aussi que l'École de technologie supérieure est en train de travailler, est en train d'imaginer un réchaud à bois fabriqué à partir de simples boîtes de conserve pour permettre, aux personnes en situation d'itinérance de cuisiner, de se réchauffer facilement, surtout de façon sûre et de façon sécuritaire. Et puis, je termine avec le site de Radio-Canada. Québec menace Ottawa de couper les vivres aux demandeurs d'asile. Article de ma collègue Valérie Gamache. Québec qui menace de sabrer
qui menace Ottawa de sabrer dans l'aide sociale aux demandeurs d'asile si le gouvernement fédéral ne lui rembourse pas rapidement les dépenses engendrées par l'arrivée de ces derniers. C'est ce qu'on peut lire dans une lettre qui a été envoyée par le ministre de l'Immigration du Québec, Jean-François Roberge, à la ministre canadienne de l'Immigration. Alors oui, je le disais au début de l'émission, la journée d'aujourd'hui en politique canadienne sera marquée par le gouvernement fédéral qui va dévoiler aujourd'hui la prochaine série de grands projets qui vont bénéficier d'une procédure d'approbation accélérée. Jean-Philippe Robillard est avec moi en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Donc Mark Carney devrait annoncer, c'est en Colombie-Britannique cette annonce-là, oui, 6 projets de développement ou d'intérêt national. Oui, et parmi ces projets, bon, il y a un projet de minéraux critiques au Nouveau-Brunswick, il y a un projet de méga-mine de nickel en Ontario, dans le nord de la province. Il y en a un de gaz naturel liquéfié, ça c'est en Colombie-Britannique. Il y a également un projet de mine de graphite au Québec, à Saint-Michel-des-Saints, dans la Naudière. Il y a aussi un projet hydroélectrique au Nunavut et il y en a un dernier qui est lié au transport d'électricité. Et avec cette série de projets, le gouvernement fédéral, le gouvernement Carney veut diversifier bien sûr l'économie canadienne. Il veut aussi la stimuler en raison de cette guerre commerciale que nous vivons avec les États-Unis. Et le gouvernement à Ottawa va aussi réduire la dépendance du Canada envers le marché américain. Mais évidemment, ça ne sera pas du jour au lendemain, comme nous le dit le ministre du Commerce intérieur, Dominique Leblanc. On est pour un bon bout de temps attaché à l'économie américaine, mais si on décide de nous donner des outils, par exemple, portuaires pour diversifier, augmenter nos échanges avec l'Europe, avec l'Asie, si on décide de développer des projets de minéraux critiques qui vont immédiatement donner une injection à l'économie canadienne, mais en même temps nous mettre dans une situation d'influence politique avec d'autres partenaires commerciaux. Oui, que ce soit par exemple de nouveaux partenaires en Europe ou encore en Asie. Cela dit, ce ne sont pas des projets, Mathieu, qui vont voir le jour demain matin. Une fois qu'ils seront annoncés, qu'ils seront désignés par le premier ministre Carney, ils seront soumis à l'examen du bureau des grands projets du gouvernement fédéral, dont le mandat, c'est justement de simplifier leur approbation, mais également d'accélérer leur réalisation, donc de ces grands projets qui sont jugés d'intérêt national par le gouvernement fédéral. Oui, il y avait une première liste de projets dévoilés en septembre. Il n'y avait pas de projet de pipeline. Non, et là, il n'y en a pas non plus, ni vers les États-Unis, ni vers la côte ouest, alors qu'on sait très bien que c'est une demande du gouvernement de l'Alberta, de la première ministre Danielle Smith. Et la raison, au-delà des considérations politiques, des choix politiques, c'est, semble-t-il, qu'il n'y a pas de projet concret, Mathieu, sur la table. Il n'y a pas de promoteurs, il n'y a pas d'entreprises qui ont levé la main, qui se sont dit intéressés à financer un tel projet. Et selon le chef conservateur Pierre Poilievre, qui a réagi à tous ces projets qui seront annoncés aujourd'hui par le gouvernement fédéral, s'il n'y a pas de promoteur pour un pipeline au pays, c'est en grande partie en raison des politiques environnementales du gouvernement de Mark Carney. Il n'y a pas un seul projet en construction aujourd'hui qui n'était pas déjà là avant l'arrivée au pouvoir de M. Carney. Il y a des billions de dollars privés prêts à bâtir des oléoducs, des pipelines, des mines, des ports et j'en passe. Mais les lois libéraux bloquent ces projets. Et ce qu'a dit le cabinet de la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, à mes collègues à Ottawa, c'est que la première ministre soutenait tous les projets qui ont été retenus jusqu'à présent par le premier ministre Carney et qu'il y avait toujours des discussions qui étaient en cours, donc des discussions qui se poursuivent avec Ottawa. Merci beaucoup. On va surveiller ça aujourd'hui, Jean-Philippe. Oui, merci. Au revoir. Cette œuvre existe pour rendre hommage aux victimes directes et indirectes. C'est une invitation à ne pas oublier, à se souvenir d'une jeunesse joyeuse et à marquer la décennie qui vient de passer.
C'était hier soir à Paris et ça va se poursuivre aujourd'hui. Ces commémorations entourant les 10 ans donc après cette série d'attentats en France, notamment au Bataclan. Hier soir, donc, Julie Jasmine qui est de retour en studio. Il y a une fresque en mémoire des victimes des attentats qui a été inaugurée. On vient d'entendre d'ailleurs, celle qu'on entendait, c'est la créatrice de l'œuvre. C'est ça. Elle s'appelle Léa Bello-Usovic. C'est une grande fresque murale. A été dévoilée hier dans le 11e arrondissement. D'ailleurs, endroit qui a été la cible des cafés, des terrasses là, pendant justement ces attentats. Donc, c'est une fresque qui est inspirée d'une photographie qui représentait des rescapés. Donc, 2 silhouettes un peu floues. Elles s'enlacent, elles sont entourées ensemble toutes les deux. Puis, on voit les couleurs qui sont très vives. Et c'est ce qu'on utilise en ce moment, ce que je vois en fait dans différents et grands médias, comment l'art est utilisé comme devoir de mémoire. Parce qu'il y aura différentes manifestations culturelles et artistiques aujourd'hui en marge, bien sûr, des cérémonies officielles. Expo photo, notamment devant l'Hôtel de Ville à Paris. On parle de messages, de dessins, d'hommages aussi. Une espèce de parcours mémoriel avec de l'art urbain en d'autres lieux. Et en musique, l'Orchestre de chambre de Paris, au théâtre, donc des Champs-Élysées, va rendre hommage en musique. Puis, bien sûr, il y a ces cérémonies officielles. Elles vont commencer dans les prochaines minutes devant chaque lieu ciblé des attaques. Je pense au Stade de France. Et ça va se terminer, bien évidemment, au Bataclan. Il n'y a aucun spectacle qui est programmé ce soir. Seulement Emmanuel Macron, président français qui va être là, va aller se recueillir aux côtés des familles et des associations de victimes. Et d'ailleurs, le Bataclan, on s'en souvient bien, hein, c'est un lieu de rendez-vous des amateurs de rock, de métal, une enseigne très bien connue, qui a rouvert 1 an après les événements, donc fermeture pendant 1 an. Puis c'était Sting qui était en tête d'affiche à sa réouverture, dis-je bien. Puis la grande question, c'est comment le Bataclan a su, en 10 ans, se relever de ces événements-là. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est redynamiser la programmation, offrir, dans le fond, une programmation culturelle plus élargie. On est allé dans l'humour, dans les conférences, dans les expositions, dans la danse, dans le théâtre, pour attirer les artistes, parce qu'il y a certains artistes qui ne voulaient pas tout de suite y retourner, par traumatisme probablement, et le public aussi. Donc, parce que je lisais hier un article dans le Figaro, il y a une des victimes qui était sur place, elle a dit, moi, pour retourner au Bataclan, j'ai mis presque 9 ans. Je comprends. 9 ans. Alors voilà, donc vous dire comme quoi que les blessures sont encore très vives. Alors, cette journée commémorative s'annonce bien sûr très émotive. Oui, et intéressant, effectivement, cet art au service de ce devoir de mémoire. On va parler maintenant d'intelligence artificielle. Il y a 2 acteurs bien connus, Michael Caine et Matthew McConaughey, qui ont conclu des accords avec des sociétés spécialisées dans le clonage vocal pour permettre à l'intelligence artificielle de reproduire leur voix. Exactement. Acteur britannique de 92 ans, Michael Caine, a affirmé dans un communiqué hier qu'il utilisait sa voix. Donc, et c'est intéressant parce que c'est une jeune start-up qui a été fondée il y a 2-3 ans à New York. Ça s'appelle Eleven Labs. Et il a dit qu'elle utilise l'innovation, non pas pour remplacer l'humanité, mais pour la célébrer. Alors, c'est pas de remplacer des voix, c'est de les amplifier, puis en fait, donner des nouvelles façons de les faire entendre un peu partout à travers le monde. Et dans le cas de Matthew McConaughey, lui a dit, moi, j'ai investi dans cette jeune pousse-là, cette entreprise new-yorkaise, puis il entretient des relations avec elle depuis de nombreuses années. Alors, voilà. Puis entre-temps, on a cette nouvelle actrice 100% générée par l'IA qui s'appelle Tilly Northwood, qui fait beaucoup jaser. Ce chanteur country, qui est aussi soupçonné d'être généré par l'IA en totalité, bien sûr. Donc, elle est où la marge, hein, Mathieu? C'est ça qu'on se demande. Ça, c'est un débat qu'on va poursuivre pendant bien des années, j'ai l'impression. Ça va bouleverser bien des choses, cette intelligence artificielle. Merci, Julie Jasmine. Merci à vous d'être à l'écoute. Bonne journée.